Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Bilodeau. Martin Bilodeau, écoute, je l'ai rencontré au Salon de l'Éveil et ça a été, je pense, un coup de foudre. Un coup de foudre de part et d'autre et un coup de foudre pour son amoureux aussi. Et Martin a écrit un livre, un premier livre qui s'appelle Réveiller votre petit Bouddha intérieur. Puis je vous lis ça ici, c'est méditer dans le métro, au boulot, à la maison et vivre plus heureux. Et Josée Lavigande, quand je l'ai interviewé, elle m'a dit que lui, ce beau Martin-là, c'est le seul qui a réussi à la faire méditer. Mm-hmm. Puis là, Martin, on se parle aujourd'hui. Toi, tu es au Mexique en ce moment. Oui. Et ça fait plus de 25 ans. On voulait dire même, mais ça fait ça, 25 ans, que tu as commencé à pratiquer le yoga. Et la méditation, surtout. Moi, je me suis intéressé plus à la méditation et au bouddhisme. À cet âge-là, à 18 ans, je suis tombé dans le bouddhisme de façon vraiment passionnée, on pourrait dire. Et OK. donc, la méditation est intégrée à ma vie tous les jours parce que c'était une prérogative à l'époque. On devenait bouddhiste. Moi, je me suis converti, j'étais apostasié. C'était tout un processus. Et la méditation, on devait pratiquer la méditation 1 heure le matin et 1 heure le soir. Quand on était bouddhiste, quand on se consacrait à la spiritualité bouddhiste. Et donc, la méditation est là depuis 25 ans dans ma vie, là, comme pratique quotidienne, ouais. Et le tantrisme, parce que là, tu as un deuxième livre qui sort. On n'a pas de copie en main, mais il va sortir le 2 septembre. C'est Guide pratique du tantrisme moderne, célébrer l'amour et la sexualité. Toutes les deux chez Édition Québec Livre, en Oui, passant. Ouais. oui, belle gang. Puis, écoute, le tantrisme, c'est venu quand? Drôlement, à ce que les gens peuvent penser, moi, c'est venu dans le bouddhisme, parce que ma tradition bouddhiste, c'est le bouddhisme tibétain, mahayaniste, peu importe. Et dans la tradition bouddhiste, on commence à étudier ce qu'on appelle les sutras. Les sutras, ça veut juste dire comme la psychologie bouddhiste. C'est les fondements de tout ce qu'on enseigne la plupart du temps au grand public, là. L'art de la compassion, comment gérer sa colère, comprendre l'esprit, le mental, l'ego, etc. Ça, c'est les sutras. Le tantra, c'est comme la voie mystique, hein, la voie sur la compréhension de la vacuité, l'union du soi avec les autres, le sentiment de connexion quand l'ego disparaît. Et il y a comme un moment de wow! Tu sais, on vit ça dans la nature, on vit ça devant un coucher de soleil. Je suis sûr que tout le monde, quand déjà vu un enfant ou un être vivant naître, venir au monde, on vit ce moment-là de oh! Tu sais, le cœur s'ouvre à l'infini, il y a un état d'extase. Ben, c'est toutes les pratiques qui nous amènent vers cette forme d'extase-là qui vibre avec amour, là, qui est le tantrisme tibétain. Et après ça, je me suis intéressé, mais 10 ans plus tard, au tantrisme qu'on appelle plus moderne, qui se vit à travers la nudité, la sexualité sacrée, les rites sensuels, réapprendre à aimer son corps pour ce qu'il est, remettre l'amour à travers différents rites de communication au centre de nos relations humaines et de notre couple. Fait que toutes ces pratiques-là de tantra moderne qui se vivent à deux, le tantra blanc aussi, qui se vit en groupe, dans la tradition du Kundalini Yoga. Je suis enseignant de Kundalini Yoga aussi. Yogi Bhajan, un maître, a créé cette tradition-là et en a fait le tantra blanc. J'ai suivi beaucoup de séminaires. On est tout habillé en blanc. Il n'y a pas de nudité, OK. mais vraiment à travers le yoga bhakti, le bhakti yoga qui est la pratique de dévotion, de chant sacré, de danse, d'extase dans le mouvement. Mais on n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin d'être tenu. Fait que le tantra, c'est très varié comme pratique et comme philosophie de vie. C'est ça, parce que souvent, quand on entend parler du tantra, on pense juste à la sexualité, dans le fond. On pense au massage tantrique, comme si c'était l'apogée et à se retenir. Je donnais une entrevue avec Marc Labrèche dernièrement, puis il disait moi, j'aime ça le tantra, je peux rester 5 heures là, avec ma blonde, connectés ensemble, là, sans finir, sans arriver au résultat. C'est génial, Marc, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste comme pas venir ou se toucher puis se masser sans pénétration. Ça a peu rapport à ce qu'on conçoit comme étant la sexualité et beaucoup plus de connexion avec ce qu'est l'amour. Parce que finalement, on le dit dans le langage populaire, on dit faire l'amour. Oui, c'est ça. Mais dans le tantra, et je commence dans mon livre, dans l'introduction, je dis, j'aimerais ça vous apprendre à cesser de faire l'amour et à laisser l'amour se faire à travers vous. Ah, c'est une belle nuance. Et pour moi, c'est l'art du tantra. OK. Donc, au lieu de faire l'amour, se laisser l'amour
entrer Penser en nous. ouais, finalement, on fait rien. On est Ouais. amour. Et OK. de cette émanation d'amour, ben, les bonnes caresses, la présence, le regard, des fois les larmes, les émotions vont naître même dans le rapport sensuel ou sexuel avec l'autre. Et là, on va arrêter d'identifier sexualité avec génitalité. On va se rendre compte que un chant, la respiration de l'autre, se fondre dans ses yeux, prendre soin, laver le corps de l'autre, c'est tantrique. Le tantra, c'est notre capacité d'union avec l'autre. Moi, quand j'ai bercé ma grand-mère, Alzheimer, puis je l'ai nettoyée, parce qu'elle m'a élevé comme une mère, puis j'ai habité avec elle toute ma vie, ben, j'étais dans l'espace du tantra, j'étais en communion, en état d'union complète avec cet être vivant-là, et l'amour qui passait à travers moi m'amenait complètement en dehors de mon petit ego, mon petit mental, ma petite recherche, mes attachements. J'attendais rien d'elle, j'étais au service de l'amour. J'étais en train de lui faire amour, en ce sens que il y avait Oui. une rencontre sensuelle de corps à corps. Et puis ça, on le vit, l'enfant qui se fait allaiter va le vivre aussi, le bébé, et ainsi de suite. Cet espace de sensualité, le corps permet la connexion, permet le transfert d'amour entre deux êtres humains. C'est le toucher, c'est le regard, c'est le baiser, mais c'est aussi ce qui est plus large qu'une sexualité génitale, c'est la sensualité consciente aussi, qui permet à l'amour de se transmettre entre personnes. Et ça se vit dans différents niveaux et dans différents types de relations aussi. Bien, c'est ça, parce que quand je disais tantôt en entrée de jeu qu'on a eu un coup de foudre, moi, Ah oui, je me suis sentie envahie d'amour. Tu sais, c'est oui. comme, me semble, c'était carrément juste ça. Il y avait comme rien d'autre qui existait. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de gars-filles, il n'y avait pas de Sans jeu, il n'y a pas d'attente. non, Oui, il y en avait pas du tout, du tout. Il y avait rien, il n'y avait pas de hey, es-tu en train de me cruiser? Il n'y a rien. Tu sais, il n'y avait pas de ça du tout, du tout. ça C'est désarme l'ego, oui, c'est ça, l'amour véritable ou complice. hmm, Ça désarme toutes nos petites résistances, de quoi j'ai l'air, j'essaie de paraître, j'essaie de dire. Parce que dans le fond, l'ego, il est plein d'intentions cachées. Et c'est là où c'est la OK. mère de nos déceptions, nos frustrations, notre attachement à l'autre. Mais créer des espaces de connexion, d'amour, tu sais, on a peur du mot amour. On a l'impression que dire je t'aime ou aimer, ça va être quelque chose qui dit OK, tu m'appartiens pour toujours, tu es à moi, moi, puis je t'aime parce que je te veux, puis je veux de toi telle affaire. Puis là, on s'est étouffé. Mais c'est sûr, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Premièrement, là, c'est Ouais, l'opposé de l'amour. C'est attendre que l'autre me rende heureux. Quand aimer, c'est être au service de l'amour, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Euh, ouais. L'attachement, c'est essayer de vouloir que l'autre nous rende heureux par plein de petits moyens, manipulation, mensonge, cachette, et ainsi de suite. Et Mais quand on c'est est dans ça. une Ouais, justice, puis à chaque fois qu'on pouvait revenir à se parler, on revenait. C'est comme on dirait qu'on avait besoin de ce relâchement-là dans ce qu'on voyait qui se passait autour. On oui, avait, parce que ouais, dans un endroit, effectivement, où les gens sont en train de vendre, il y a des cartes d'affaires qui circulent. c'est Moi, je ne ça. suis pas contre ça, mais je suis pour tout le contact naturel et dépouillé d'arrière-pensée. Si on peut juste avoir du fun ensemble, on va vouloir collaborer, on va vouloir faire quelque chose, on va Mhm. vouloir aller voir la conférence de l'autre. On s'est même pas présenté. Moi, ça y est, il en reparlait tantôt avant l'entrevue, puis il disait Tu te souviens-tu, Louise, on ne savait pas qui était, on était en train de manger dans un corridor d'hôtel, dans le sous-sol caché du public. Louise, elle passe, elle s'assied avec nous, on est dans nos Tupperware, il n'y a pas de. Personne joue à la grande, Non, à c'est quelque ça. chose. Puis, Exactement. On a juste comme, hey, il faut on se parle. C'est tout. Ça a juste, je pense que c'était l'énergie d'ouverture aussi et d'amour, justement, dans toute cette ouverture-là. Puis comme tu disais, il n'y avait pas de jeu d'ego. Mais moi, j'aimerais ça aller plus loin dans ça parce que on a de la difficulté à départager justement l'ego, puis on entend souvent dire laisse ton ego de côté, fais attention à ton ego, ah, ça c'est un gros ego. Tu sais, il y a tellement d'affaires sur oui, l'ego. oui, c'est trop tard, je l'ai dit. Ah, comment qu'on peut justement se dégager de ça, là, puis de dire, OK, de vivre en authenticité à un moment donné, puis d'enlever ça, cet ego-là. Là. Mais Même moi, je moi, dis là, je ça. me rends compte que des fois, je suis comme, oh, OK, je peux pas faire ça parce qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, tu sais? Mais là, l'ego, il est dès que je m'observe avec jugement, avec comparaison. Tu sais, le tantra, Ouais. c'est
une invitation à remettre de l'âme dans la relation amoureuse, de l'âme dans la relation humaine, de l'âme dans notre sexualité. Écoute, on a tellement vu la sexualité comme quelque chose d'opposé à ce que c'est. C'est un miracle, c'est de la beauté, c'est un échange d'amour, c'est le rite d'union et de communion. Tu sais, s'il y a pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui ressemble le plus à la communion, ces deux corps qui se dissouent l'un dans l'autre, c'est bien la sexualité. Tout ça avec de l'âme. Quand l'ego se mêle des relations humaines, l'ego, il voit l'autre à travers le spectre de je te consomme. Et on consomme nos relations humaines parce qu'on attend. On est dans des relations transactionnelles parce que l'ego, il calcule. L'ego, il veut gagner. Hein? L'ego veut gagner, donc il ne veut pas perdre. Il est toujours en train d'évaluer s'il a reçu plus de la relation, du moment, de l'expérience, de la réunion, de qui. Il veut sortir gagnant partout. Parce qu'il est en évaluation, il se sert du mental. Son outil, c'est le mental. L'âme, son outil, c'est la conscience. Ah, c'est beau. C'est donc bien expliqué. Il me semble que ça a l'air simple de même, mais c'est simple. OK. Super simple. Et nos relations humaines sont contaminées par l'ego parce qu'on est constamment, et je ne dis pas consciemment, je dis constamment, parce qu'on ne se voit pas. Si on se voyait, là, ne serait-ce qu'un instant parfois, my God, qu'on se calmerait, on n'essaierait plus de gagner, on essaierait d'aimer. L'âme, elle est là pour offrir. L'âme, tu sais, la conscience, là, dans l'être, c'est de se réveiller chaque matin et de dire comment je peux contribuer au monde, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Je suis là pour offrir. L'ego, il se demande qu'est-ce que je peux prendre du monde? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le monde peut m'offrir? Comment je peux le plus profiter de la journée? Profiter veut dire mettre à mon profit. L'âme, elle s'offre. Et le sens de la vie, puis le sens de aimer, c'est s'offrir. L'ego va toujours chercher à prendre parce que ça part d'un espace de vide. Mais parce que je ne suis pas dans un espace intérieur de plein. Mais le plein, ce n'est pas le mental, c'est le cœur. C'est déjà plein. C'est déjà plein d'amour, c'est plein de joie, c'est plein d'émerveillement, c'est plein de douceur. Il n'y a rien à remplir. Il y a juste des opportunités d'exprimer ce plein-là. Et les autres, chaque relation humaine, la relation amoureuse, est une opportunité, finalement, d'exprimer ce qui m'habite, ce qui est le plus beau en moi, mon plein. Mon plein d'amour, mon plein de joie, mon plein de gratitude, mon plein de fou rire. Et il faut qu'on soit les uns les autres un réceptacle, finalement, de ce qui est beau en l'autre. Pour ça, il faut se donner la chance d'exprimer le meilleur de nous dans nos relations humaines et de ne pas être en train de tirer chacun de notre barre pour avoir un petit peu plus de l'histoire. Ouais, c'est ça, comme de vouloir avoir raison, mettons. Ou de. C'est ça. Jamais raison. Tu sais, la raison, elle n'a pas à se mêler de l'amour, ni de la vie. La raison, elle a à nous aider à faire l'épicerie, calculer mes impôts, planifier une stratégie pour un projet, conduire sur la route. That's it. La raison, c'est le centre opérationnel. Le conseil exécutif, c'est l'âme, c'est le cœur. Ce qui donne une direction. Mais c'est ça, ce qui donne une direction à la machine, c'est l'âme. L'ego, c'est le serviteur. Le mental, c'est le serviteur, c'est l'outil au service de l'âme, de l'amour. Mais comment on peut se remplir si on se sent vide? Comment est-ce que, tu dis, l'ego part du vide. Fait qu'il y a quand même, puis l'âme part du plein. Fait que si on veut partir du plein, mais qu'on est toujours dans le vide, comment on peut essayer de remplir ça pour, après ça, émaner justement l'amour, puis émaner justement le bien-être et... Il faut connecter avec quelque chose d'autre en nous, parce que finalement, c'est parce qu'on se situe intérieurement dans l'espace de vide. Ce vide-là, il est plein quand je ne suis pas dans le mental, parce que plus j'essaie de le remplir de l'extérieur à l'intérieur, plus je crée une illusion quand dedans il y a un vide. Plus je compulse finalement vers l'extérieur pour remplir le vide. Mais Bouddha disait, vouloir remplir ta conscience, ton être par l'extérieur, c'est comme être assoiffé puis s'abreuver à de l'eau salée. Plus tu vas t'abreuver à de l'eau salée, plus tu vas avoir soif. Il n'y aura jamais de fin à combien ça prend d'argent pour être heureux, combien ça prend de réputation pour être heureux, combien ça prend de relations humaines et d'amis pour être heureux. Quelle chance! Il n'y aura aucune fin à ça. Le vide ne peut pas être rempli par l'extérieur parce que c'est une illusion que c'est vide.
l'idée, c'est comment je fais pour ne pas contacter en moi ce centre d'amour, ce lieu de conscience, de joie infinie qui est là. Comme tout ce que j'ai créé dans ma vie pour me fuir, c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et OK. là, je vais me rencontrer. Puis quand je vais me rencontrer, je vais rencontrer aussi mes blessures, je vais rencontrer aussi mon ombre. Et quand je vais traverser tout ça avec confiance et avec conscience, ben, au cœur du labyrinthe, je vais voir le Minotaure. Puis finalement, le Minotaure, ce ne sera pas un monstre, ça va être un centre d'amour extraordinaire. Mais j'en avais peur de cette force-là qui est l'énergie sexuelle, qui est l'énergie d'aimer, qui est le courage. Mais je me perds dans le labyrinthe de la vie, tu sais, constamment. Je ne vais pas au centre pour me repositionner puis voir à quel point c'est facile de se perdre, de s'égarer. On est des égarés, finalement, Ouais, souvent. ouais, ouais. On perd le sens, la direction de notre vie, mais on ne s'en rend pas compte. C'est encore pire. Être perdu puis le savoir, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, Et ouais. ne pas savoir qu'on est perdu, ben, ça fait beaucoup d'égarés ensemble qui font semblant de savoir où ils s'en vont. Et on se pète tout le temps la face ces mêmes murs parce qu'on s'en va dans aucune direction finalement. Pour moi, à la fin de ma vie, j'ai une question à me demander sur mon lit de mort. Ça, c'est venu dans un séminaire que j'avais fait au Népal, euh, juste sur la bodhicitta, sur l'amour et la compassion. Et à un moment donné, Annie Karim, la nonne enseignante bouddhiste, avait demandé, ce soir, vous allez méditer et avant de vous coucher, vous allez demander, si ce soir je meurs, on va vraiment observer le corps comme si c'était ma dernière nuit, mon dernier souffle. Et c'est quoi la question qui serait capable de vous permettre d'évaluer si vous avez eu une bonne vie? Si la vie vécue a valu la peine d'être vécue. Et moi, à la fin de ce processus-là, il y a une question. Ai-je assez aimé? Wow! Mais c'est la seule. Il n'y a absolument aucune autre question qui avait du sens dans mon esprit à la fin de ma vie. Et là on peut s'imaginer là, sur notre lit de mort, puis vraiment faire le jeu d'aller là, puis de contacter le corps qui se transforme. Et je regarde ma vie. Et pour évaluer si cette vie-là a valu la peine, est-ce que j'en ai vraiment, est-ce que je l'ai vraiment vécu, est-ce que j'ai fait l'expérience humaine à fond, ben c'est assez aimé. Et moi, ça a tout recadré ma vie à partir de ce moment-là. Je pense que j'avais 27 ans. Mon deuxième voyage au Népal. Et j'étais déjà travailleur communautaire à cette époque-là. Je coordonnais un centre pour les jeunes délinquants. Mais ça l'a vraiment... Il y a beaucoup de choses que je faisais, mais pas nécessairement dans l'intention pure. Et ça m'a suivi depuis ce temps-là constamment. Parce que finalement, une bonne journée, c'est quoi? C'est plus une journée où le monde m'a aimé, où j'ai fait de l'argent, blablabla. Parce que chaque journée, c'est une mort. Chaque soir, tu sais, le soir, quand je me couche, c'est une petite mort. Ben, je me demande, ai-je assez aimé aujourd'hui? Oui, ça a été une bonne journée. Wow! Fait qu'en partant de là, on part vraiment du plein. On part du plein. C'est ça. Je connecte le plein en moi, parce que finalement, intérieurement, ça m'amène dans la direction de je cherche mon plein à offrir. Ai-je assez aimé? C'est tout. Parce que l'amour, c'est l'écoute. L'amour, c'est la présence authentique. L'amour, c'est l'amour de soi aussi. Être assez aimer le véhicule qui est mon corps. Et dans le tantra, on nous apprend ça. Le corps est le temple de l'âme. C'est le corps qui est le temple de la conscience humaine. C'est ce qui me permet de faire l'expérience humaine. Et c'est la première spiritualité, le tantra, qui remet le corps comme une part du sacré, de l'expérience sacrée. Quand à peu près toutes les autres traditions spirituelles et religions ont créé une dualité entre esprit et corps, entre la matière et l'infini. Et le tantra, pour moi, c'est enfin l'union quand l'immortel rencontre le mortel. Quand ma part immortelle, ma conscience, mon âme, peu importe comment on l'appellera, s'intègre dans ma part mortelle. Et ensemble, ils font un petit chemin, ils font un petit bout d'évolution. Mais quand je reconnais ça, tout prend son sens finalement. La mort aussi prend un sens dans le tantra. Wow! Il y a eu comme toujours plein de questions, puis là tu continues, puis je vais, non, plus rapport. Ma question, là, écoute, par rapport à ce que tu disais de plein puis de vide, il y a un exemple qu'on entend souvent dire, c'est que ça s'ouvre, la porte s'ouvre de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que le plein, je voulais savoir comment tu le voyais, mais il y a tout son sens, le plein, parce que dans le fond, c'est qu'il disait,
arrête de te remplir de choses qui n'ont pas de sens pour que la porte soit facilement ouvrable de l'intérieur. C'est pour ça que les centres d'achat, les portes y ouvrent vers l'extérieur pour que ça soit facilement sortable. Mais là, c'est parce que c'est pour nous forcer à aller en dedans et à dire, hey, faut que tu regardes ce qui se passe en dedans pour pouvoir aller dehors, parce que si tu ouvres, si tu ouvres et tu as trop de cochonneries, tu ne seras pas capable d'ouvrir la porte. Là. Je ne verrai même pas qu'il y a une porte finalement. Tu sais, Oui, entre aussi. mon stress sur le passé, l'accumulation de mes souvenirs, l'identité que j'ai sur ce que je fais, non pas sur ce que je suis dans l'existence, mes préoccupations sur toute la matière que je gère dans une journée, que ce soit de mes cheveux à mon char, à ma maison, à les préoccupations matérialistes, ça en fait beaucoup de stock qui est entre moi puis mon essence ou ma source intérieure. Et c'est sûr que c'est pour ça que les grandes clés spirituelles dans n'importe quoi du développement, on dit spiritualité, puis il y en a pour qui ça ne résonnera pas. Je vous le dis en ce moment à la maison, c'est ceux qui nous écoutent, spiritualité, ça ne veut rien dire. Spiritus, ça veut dire le monde intérieur, c'est se rencontrer qui vous êtes, c'est soi. Ben, si tout l'extérieur prend votre temps, votre préoccupation, vos pensées, votre agitation, c'est sûr qu'il y a peu d'espace pour revenir à la maison, que j'appelle moi l'intérieur. Hein, ce qui m'habite comme pensée, ce qui m'habite comme émotion, comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Les grandes clés de tout éveil à soi, c'est toujours une retraite où on s'isole un petit peu de l'agitation du monde. C'est toujours le silence. C'est toujours le recueillement. C'est toujours la solitude. Et ça, c'est le début. Ça nous amène après ça à revenir en relation encore plus riche de ce qu'on est. Mais il faut que j'arrête d'être omnibulé par l'extérieur pour me tourner un peu plus vers l'intérieur. Et là, rencontrer quelque chose en moi que je vais pouvoir exprimer. Et finalement, on veut juste se développer un meilleur nous. Tu sais, je veux développer des qualités intérieures pour être un meilleur humain dans le monde, ou pour être plus conscient de mon expérience humaine, de mes aventures, des opportunités de rire, de m'enchanter, de m'émerveiller. Sinon, je suis là, puis je cours partout, je donne du pouvoir aux autres, à du stress complètement inutile. Et on est dans une société où la santé mentale est fragile, plus que dans les pays défavorisés. C'est pas normal. Il y a encore plus de suicides aujourd'hui que le coronavirus ou tout le reste. Là. Dans le monde, le suicide a encore tué plus de gens par mois que même une période de pandémie. Parce que Le malade, c'est la maladie du siècle, quand même, il faut dire. c'est ça, c'est que là, tout le paraître, tout l'extérieur, le vide, l'ego n'était pas nourri. Oui. Parce que là, il fallait qu'on montre qui on était intérieurement. Parce que qu'est-ce qu'on peut montrer autrement, là? On est chez soi, on est juste au téléphone ou on est en vidéo. Puis en vidéo, on dirait qu'on voit encore plus hein, le non-verbal. Puis on ne peut pas se cacher, il n'y a pas de masque. Oui. Ben là, il y a sûrement des personnes qui sont contentes de porter des masques, mais il n'y a pas de masque à la vidéo. Et même qu'on voit encore plus les réactions des gens ou qu'est-ce qu'ils pensent dans le non-verbal. Et je pense que... Très posé, mais sans avoir de guidance. Parce que c'est ça le problème en ce moment du confinement. Ça a été ça le problème de se retrouver en famille puis en couple, mais on n'a pas eu de guidance. Une retraite spirituelle, quand on se retire pour vivre une retraite de tantra, de méditation, de yoga, on a une guidance et on a une communauté, mais on est guidé. Ouais, Parce que finalement, on peut se perdre, ça peut être pire. Il y en a qui ont vécu le confinement comme une rencontre de leur zone, de leur stress, de leur anxiété. C'est un vide qui goûte pas bon, puis là, on compulse dans la bouffe, l'alcool, les distractions, Netflix. Je ne dis pas de pas tout faire ça, mais de doser, c'est pas une fuite, c'est juste des plaisirs. Si ça contamine la joie, ben c'est l'opposé, ça devient l'ombre à ma joie. Parce qu'il n'y a pas eu de guidance, puis il n'y a pas eu d'accompagnement. Et tu sais, les gens qui ont travaillé sur eux, puis qui étaient dans des processus d'éveil ou de connaissance de soi, de découverte, ont aimé ça, finalement. La plupart, à travers l'art, l'écriture, la lecture, plein. My God, ça a goûté bon de s'arrêter extérieurement, de vivre pour enrichir notre vie intérieure. Mais ceux qui n'avaient pas l'habitude et qui n'ont jamais eu de guidance et qui n'ont jamais cheminé dans ça, c'est vrai que ça n'a pas goûté. L'expérience a été radicale, violente, parfois traumatisante. Et là, c'est là où les psychiatres en ce moment disent si la pandémie, c'est le virus, puis après ça, ce qu'on va vivre comme effet va être encore plus grand au niveau de la santé mentale pour plusieurs personnes. C'est ça, j'avais fait une vidéo justement sur les effets collatéraux
de tout ça. Parce que justement, les gens, euh, c'est tout le stress, l'anxiété, tout ça qui va créer d'autres choses. Puis c'est le silence, comme tu dis, le recueillement euh, qui va faire on va être capable de se reconstruire aussi, de se Ben, remplir. oui, parce qu'il n'y a personne qui peut nous reconstruire. Tu sais, moi, j'ai été intervenant social, j'ai été, tu sais, dans les mêmes années, j'ai découvert le bouddhisme. J'ai étudié à l'université, après ça, j'étais travailleur de rue bénévole, puis j'étais dans les centres bouddhistes le reste du temps, mes fins de semaine à Montréal. Euh, mais j'ai réalisé rapidement que c'est impossible de reconstruire et remplir l'autre. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être aimé, t'as beau l'aimer d'un amour pur et infini, c'est bizarre, ça ne rentre pas. Tu sais, il n'y a Ouais. rien qui rentre. L'univers entier peut vouloir plus que Il y a une toi, armure. voir ta beauté, mais toi, si tu ne la vois pas, même si tout le monde te l'exprime, au contraire, tu as l'impression que c'est une trahison, que c'est un Ah, mensonge. ben, je peux comprendre parce que moi, j'ai été des années à penser que je méritais pas d'être aimée. Hmm. Plusieurs années. Puis à un moment donné, je fais comme, hey, je suis hot. puis là, puis là, quand tu l'exprimes au grand jour, hey, je suis hot, puis je suis bonne parce que j'ai fait telle affaire. Ok, tu te prends à toi. Ben, écoute, il est temps que je me réveille puis que je vois que je suis hot. Tu sais? Mais c'est qu'on est tous, tu sais, moi, je me disais, Magdalene, mais vous êtes Oui, tous, il y a oui, pas, c'est impossible de ne pas être digne d'exister. On existe. exactement. Moi, tu sais, les jeunes de la rue, les délinquants, ils s'auto-détruisent beaucoup. Ah, Je disais, mais comment se fait, tu sais, j'essaie de voir comment ça se fait que tu ne te sens pas digne de vivre. Tu te sens pas, t'existes, t'existes, il n'y a rien à chercher, t'existes. Chaque matin, tu te réveilles et t'existes. Mais tu es digne d'exister. Il y a comme pas d'indignité à l'existence, il y a juste qu'est-ce que j'en fais après ça. Mais c'est une belle opportunité aussi ratée, le confinement pour certaines personnes, parce que c'était un moment non seulement pour retomber en amour avec soi, mais pour retomber en amour avec ceux qui partagent notre quotidien et qui font partie de notre vie et qu'on voit des fois le moins souvent, même si on partage les mêmes habitats. Et là, tout d'un coup, on est dans cet habitat-là et il y en a qui ont resté dans la quotidienneté, la superficialité de la relation, au lieu de se donner des moments de verticalité dans la rencontre avec leur enfant, avec leur amoureux, avec leur colocataire. Il faut réapprendre à ce que ça goûte bon, à être ensemble. C'est probablement le plus beau de notre expérience humaine, c'est notre rencontre avec les autres, êtres humains. Comment ça se fait qu'on a des meilleures relations et qu'on se sent mieux avec notre chat, notre chien, un oiseau, qu'avec les êtres humains qui nous entourent? ça se peut-tu que ce soit parce qu'on a peur du jugement? Tu sais, un chat, un chien, ça nous juge pas. C'est de l'amour inconditionnel, comme tu disais. C'est juste de l'amour pur. Est-ce que ça se peut qu'on a peur du rejet, du jugement? Euh, C'est exactement ce que tu viens de dire tantôt, je pense, ma belle Louise D'Amour. Je pense que c'est impossible de projeter nos jugements. Je ne pense pas qu'on a peur du jugement dans la vie. Je pense que c'est impossible de projeter nos jugements sur un chien, un chat, un animal de compagnie. Ça, c'est une nuance, là. Mais c'est une nuance qu'il faut faire parce que finalement, je ne peux pas penser à être jugé si je n'entretiens pas le jugement en moi-même. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. Puis souvent, on peut-être entend dire justement, euh, on, on, on va se laisser traiter comme on se laisse, tu sais, on va se faire traiter comme on se laisse traiter, donc on va se faire juger comme on se laisse faire juger, dans le fond. on C'est va ça que je même comprends, là. des attentions à des comportements qui ne sont même pas des jugements, mais nous, on va tout colorer finalement notre interprétation des faits, des paroles, en lien avec ce que je juge que je mérite d'avoir et de recevoir et ce que je pense que le monde pense de moi. C'est ma seule façon d'interpréter mes interactions humaines. Avec les animaux, je reçois l'amour infini, la tendresse infinie et je la donne parce que c'est impossible de projeter mes propres limitations et mes jugements sur l'autre Ouais, ouais, ouais. que j'ai sur moi-même, OK. finalement. C'est pour ça que ça goûte aussi bon. Mais il faut absolument mettre fin à ça. Je veux dire, c'est des prisons psychologiques dans lesquelles on s'auto-projette les uns les autres. C'est pour ça que le tantra, c'est une porte vers tout dans le tantra est vécu comme une méditation. Sans méditation, il n'y a pas de tantra. Sans espace de clair, de pleine conscience, il n'y a pas de sexualité sacrée, il n'y a pas de méditation du regard, il n'y a pas de rite de pardon, il n'y a pas de célébration du féminin, du masculin sacré, de la beauté de l'autre, s'il n'y a pas une conscience qu'on appelle une méditation, qui est un état intérieur. Et il faut pratiquer ça dans le tantra, il faut pratiquer ça dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, c'est m'épurer, c'est un rite de purification méditer. Je me purifie de mes pensées négatives, mes jugements, tout ce qui est faux en moi, tout ce qui n'est pas en accord avec mon essence, ma vérité de cœur.
Puis quand tout ça est épuré, finalement, au lieu de trouver un vide, encore une fois, ben, je trouvais un plein. J'avais peur de trouver le vide si je me libérais de tout ça. C'est pour ça que je retiens ça. Mais finalement, libéré de tout ça, quand je pensais qu'il n'y avait rien, ben, Ouais. je plonge dans un plein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que justement, d'aller dans la nature, tu sais, comme mettons à Montréal, à Québec, il y a des beaux parcs, il y a des gros arbres, on peut marcher dans le gazon, tu sais, parce que tu parles de silence et de recueillement, de méditation, mais pour ceux qui n'ont jamais fait ça, Oui, juste aller marcher seul, pas d'écouteurs, pas rien, là, juste. oui, ben oui. L'écouteur, c'est bon dans le métro si vous avez besoin de vous isoler, là, mais c'est comme l'antithèse d'aller en nature et de se ressourcer que d'avoir des écouteurs, un iPhone, puis d'être en nature. Tu sais, les tout le monde va être là, puis il n'y aura aucune connexion. Ben oui, c'est une super belle nuance. Mais oui, c'est un beau processus. J'avoue que moi, j'ai pas la même sensation. Moi, je viens du lac Saint-Jean. On avait un camp de chasse, de pêche, etc. Vraiment dans le bois creux. Il n'y avait pas de route. On se rendait en skidoo l'hiver, puis en 3 roues l'été, puis en chaloupe après ça. C'est vraiment pas la même chose. Je ne suis pas capable de recréer le même feeling, me Ah, promener au Parc de la Fontaine ou au Mont-Royal que d'aller dans une nature qui est plus crue parce que, veux pas, les opportunités d'interaction sont quand même présentes. Et c'est là où, justement, le jugement, le mental va moins s'arrêter facilement. Je dirais, oui, c'est un premier pas, mais si vous pouvez, prenez votre char, prenez un vélo, demandez à quelqu'un, faites du covoiturage, mais allez dans le bois, allez dans la nature. Louez-vous une fois dans votre vie un chalet, une île déserte, seul ou avec 2, 3 amis avec lesquels vous vous dites, on est là pour relaxer, là, on n'est pas là pour faire le party. Et allez vous évader tout ça. Perdez-vous. Moi, j'ai fait une quête de vision en Arizona une fois dans ma vie. J'ai fait beaucoup de rites chamaniques aussi, d'expériences. Et la quête de vision, c'est 10 jours dans le désert de l'Arizona. Donc, 4 jours et 4 nuits seuls à jeûner, bien sûr, où on t'amène en Jeep, en plein milieu du désert avec les coyotes, les serpents, tout le monde. Et on t'amène là, et après ça, quand la nuit tombe, tu es seul, tu as un cercle de pierre, tu as des chants faire, tu as des méditations, mais tu es 4 jours et 4 nuits à jeûner, immobile dans ton cercle de pierre, entouré de la nature la plus brute. OK. Et ce dépouillement-là, il y a les grands rites spirituels, c'est toujours des rites de dépouillement. On a en ce moment, ma belle Louise d'amour, ben, tu finis, mais moi. On a eu un tremblement de terre, tu es obligé de faire un montage. On vient d'avoir une secousse d'à peu près 5 ou 6 sur l'échelle de Richter. Tout a shaké dans la maison. Ben, j'ai vu ça. Ouais. Oui, mais je pense que c'est fini. Je ne sais pas si Zoom, ça se coupe, mais bon. Ah, ça n'a pas coupé. Non, non, Ah, mais oui, si. oui, ça se coupe, mais c'est correct. Moi, je vais garder ça, là. Oui, OK, bon, ben, on vient de vivre un tremblement de terre. Si vous ne le savez pas, on a vécu ce matin le plus grand tremblement de terre au Mexique, 7,5 sur l'échelle de Richter. Et on a les répercussions et les deuxièmes vagues de ça. On a eu 200 tremblements de terre depuis 24 heures. Et si c'est Là, plus que ça, on vient d'en avoir un live, là. Oui, j'ai vu ça shaker, là. Oui. parce que là, c'est sûr que ça tremble partout autour, là, mais je vais être obligé de sortir. Mais là, ça va bien. Je suis capable de rester là très zen. La nature, c'est aussi ça. Ça nous ramène à. Ben, c'est peut-être un beau point, parce que finalement, 4 jours et 4 nuits dans le désert, toute seule, avec des coyotes qui chantent, et quand tu sais que c'est toi le buffet, ben, et tu n'as aucune façon de connecter et de contacter l'extérieur. Hein. La quête de vision, c'est que tu dois survivre à cet isolement-là sans voir d'échappatoire. Puis quand tu demandes au chaman, ouais, mais s'il y a un scorpion qui me mord, puis je meurs, comment je fais? Ben, dans 4 jours, on vient te chercher, c'est tout. Que tu sois mort ou vivant, dans 4 jours, on vient te chercher. Mais l'expérience de vulnérabilité, parce que C'est une finalement, décharge. non, mais dans nos relations humaines, on joue du faux. On joue de fausseté en fausseté Ouais. parce qu'on n'est pas capable. Dans l'authenticité, il y a une nécessité de montrer aussi notre vulnérabilité. Puis comme être humain, on est fondamentalement vulnérable. À la fin de nos jours, on va être malade, on va dépérir, on va nécroser, on va mourir. On a peur de ça, on est figé à travers nos peurs. Et si on se prive d'un capital infini d'amour, de compassion et de solidarité, si on se coupe et on se cache les uns les autres de nos vulnérabilités. Et dans les relations amoureuses et dans nos relations humaines, si on ne réussit pas à créer des espaces de rencontre dans nos vulnérabilités réciproques, il n'y aura jamais d'authenticité. Et moi, ça me dérange pas. J'ai peur quand il y a un tremblement de terre de 7,5, puis la poitrine me bat, puis nous autres, on crie dehors aussi avec le monde. Parce que même si je suis bouddhiste depuis 25 ans, même si
ben, il y a une partie de moi qui résiste à mourir et à ce que ça finisse. Mhm. Et, et je suis vulnérable. Et c'est grâce à ça qu'après ça, on est 8 à se prendre dans nos bras après un tremblement de terre et à brailler. Et ce moment-là, c'est un moment de connexion et d'union sacrée. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. On est vraiment ensemble parce qu'on est. On est dans l'aide et il n'y a rien d'autre d'important. Wow! Écoute, là, on vient de vivre Oui. live ça, là. Écoute, c'est fou. Aïe, aïe, aïe. OK. Puis la reconnexion, écoute, à quelqu'un qui n'aura pas l'opportunité d'aller en nature, quelqu'un qui n'aura pas l'opportunité de faire ça, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement chez eux pour essayer de se reconnecter? Quelqu'un qui habite seul, mettons, là, qui ne peut pas faire de tantrisme avec quelqu'un d'autre, il y a du tantrisme qu'on peut faire seul, j'imagine, pour s'aimer de nouveau, comme tu disais. Se toucher avec conscience, regarder dans le miroir avec conscience, respirer avec conscience. Imaginez tous les êtres, on n'est jamais seul, on est 8 milliards sur une petite boule grosse de même. Puis ça, je vous dis, c'est juste les êtres humains. On est des milliards de milliards d'espèces vivantes en ce moment qui partagent la même maison. On n'est pas seul. C'est pas parce qu'il y a un mur entre nous qu'on n'est pas dans la même maison. Tu sais, on est dans la même maison avec nos enfants, avec notre famille, puis il y a des murs qui nous séparent entre les pièces. Mais on a le feeling d'être ensemble. Être ensemble, c'est psychologique. Moi, sur la planète Terre, parce que je voyage énormément, j'ai fait plus de 30 pays dans les dernières années où j'ai médité, j'ai animé des stages, des festivals de tantra, de danse de chamanique avec les bris-bris au Panama. Je fais tout pour essayer justement de jamais rentrer dans un mode de vie qui est en coupure et en dualité avec les autres parce que je pense qu'on est dans la même maison. Okay. Et être seul, c'est un schéma mental, pour moi en tout cas. On est seul intérieurement, mais ultimement, on est ensemble. On est déjà 8 milliards dans la même maison, sur la même maison, à vivre la même expérience humaine, les mêmes peurs, les mêmes rêves, les mêmes souffrances. Puis, chez nous, il y a donc beaucoup de pratiques. Tu sais, j'en ai mis 60 dans le livre, là, parce que mon éditrice, à chaque fois, c'est acharné pour que j'aille autant d'exercices. À chaque fois que je mettais un exercice, elle me disait, mets la pratique toute seule. Fait que tout le livre, c'est 70 pratiques, 35 solos, 35 en couple. Chaque chapitre, il y en a autant dans l'un dans l'autre. Parce que justement, si je ne suis pas capable de me toucher avec amour, comment je peux toucher l'autre avec amour? Si je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir et de me pardonner en me regardant dans les yeux, comment je peux pardonner à l'autre ses erreurs? Tous les rites que j'ai faits, je les ai tous traduits. Méditation, rituel, même les pratiques de sexualité sacrée, respiratoire, tout ça pour établir une reconnexion. Il faut être en relation avec soi avant d'être en relation avec l'autre. Ça, c'est sûr. Fait que c'est une vraie Bible là, qui s'en vient le 2 septembre, là, le guide de tantrisme moderne. Et on se souhaite que ce soit un beau livre. En tout cas, un immense parcours pour célébrer l'amour et la sexualité avec conscience. Wow! Wow! Puis, il y a celui-là qui est déjà disponible, qu'on peut acheter, qu'on peut lire. Oui. Écoute, il y a des méditations aussi que tu fais sur ton Facebook, ta page Facebook. Tu as ta page Facebook personnelle, mais tu as ton pro. C'est comment qu'on l'appelle, celle-là? Martin Bilodeau aussi, fait que vous me cherchez, vous voyez deux faces différentes. Là où vous pouvez vous ajouter, ben, venez me suivre. Il y a Masanga, moi j'anime des retraites à l'année au Québec, pas juste au Mexique, à Bali, en Inde et partout, là, mais je reviens chaque fois au Québec pour animer des groupes. Et dans le monde virtuel, j'anime plein de méditations gratuites et offertes aux gens. On fait ce métier-là avec passion et avec amour. Je parcours le monde pour essayer après ça de repartager les plus belles expériences que j'ai vécues et mes apprentissages et les traduire aussi pour les gens pour qui ça doit être accessible. C'est pas tout le monde qui peut partir à la quête des bris-bris, partir en Arizona chez les Hopis, vivre quelques mois par année dans les ashrams à Bali, en Inde. Mais moi, j'essaie de traduire ça parce que dans la vie de tous les jours, on crée des espaces de verticalité, des espaces d'enchantement. Je souhaite que les gens puissent vivre ça. Donc, c'est possible à Montréal, dans votre appartement aussi. Mais des fois aussi, il faut créer des opportunités pour aller à la rencontre de soi, pour avoir des montées plus importantes d'enchantement et de connexion avec la nature, avec les autres. C'est pour ça qu'on crée des retraites. C'est pour ça qu'il y a des voyages et qu'il y a la nature qui est toujours disponible pour nous. Ah, super. Puis Masanga, c'est quoi exactement, Masanga? Mais moi, ça fait 7 ans que je fais ça en temps plein dans la vie, là, comme enseigner, écrire, blablabla. Et à chaque fois que les gens finissaient, parce que j'enseigne aussi beaucoup en Europe,
Il me dit, Martin, comment on fait pour rester connecté avec toi? Tu sais, une infolette par mois, c'est pas assez, ça a l'air. Fait que j'ai dit, OK, je vais créer un groupe, puis moi, je vais animer des lives, 10 lives par mois. Des méditations guidées, des enseignements, des rites. Et dans mes retraites et dans mes voyages, je vais toujours faire des capsules en direct avec vous. Fait que là, ils ont l'impression de me suivre partout dans le monde, dans plein de moments, et je leur consacre, parce que l'important, c'est de renouveler aussi nos pratiques de méditation et nos pratiques de conscience au quotidien. Fait que c'est vraiment un groupe qui peut partager entre eux tout ça, et pour lesquels je dédie davantage de pratiques de direct, de communication à tous les mois pour les accompagner. À l'année, tout le temps finalement. C'est une sangha, c'est une communauté de pratique. Ah, super! Fait que c'est comme si on était toujours dans ta salle de classe, mais partout à travers le monde. Exactement, vous me traînez partout. Ah, c'est cool! Hey, un gros merci. Tu as donné énormément de valeur. J'espère que les gens vont avoir su aller chercher des choses pour des pépites pour eux-mêmes et à réécouter aussi pour vraiment bien comprendre parce que même avec tout ce que tu as dit, il y a des choses que j'ai compris de plus que ce que je comprenais déjà. Et je suis certaine qu'en réécoutant l'entrevue qu'on vient de faire, que je vais comprendre encore d'autres choses parce que tu es allé vraiment très loin dans ton enseignement aujourd'hui. Je te remercie énormément, Martin. Merci. Merci, la belle Louise, pour l'invitation. Merci tout le monde de partager, d'être là avec nous.